Mesdames et messieurs, bonjour. Elle désigne les méthodes de défense des actifs techniques et données contre toute attaque malveillante. Elle consiste à protéger les ordinateurs, les serveurs, les appareils mobiles, les systèmes électroniques, les réseaux et les données d'entreprise. Oui, aujourd'hui, dans CREA, nous parlons de ce mot beaucoup utilisé, mais dont la réelle signification échappe à certains. La cybersécurité, et qui parle de cybersécurité, parle forcément de données personnelles. À quel moment produisons-nous des données personnelles? Qu'appelle-t-on cybersécurité et comment l'intégrer dans nos habitudes? Sur ce plateau, un expert pour répondre à toutes ces interrogations. Il a pour nom Abdel Farid Allé. Bonjour. Bonjour madame. Comment vous allez? Très bien et vous? Ça va très bien. Alors je le disais, vous êtes un expert international en cybersécurité. Vous êtes de passage au Bénin. Un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Plaisir partagé madame. Alors tout de suite, pour planter le décor, on fait un petit tour du côté de la régie. On a tendu notre micro à quelques citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou. La question, qu'est-ce que c'est qu'une donnée personnelle? On les écoute. Une donnée personnelle, c'est toute information qui a un caractère personnel sur laquelle on peut se servir pour identifier quelqu'un. Les données personnelles, c'est quelque chose en tant que ce que l'homme peut avoir sur son propre compte pour ne pas faire partager aux autres. Les données personnelles, ce sont les informations nous concernant. Les informations qui nous sont propres, qui ne doivent pas être divulguées. Des informations qu'on ne doit pas faire voir à tout le monde. Et les données personnelles, c'est les documents que moi-même j'ai rédigés ou ma structure a rédigé que je suis responsable de ces données et qui servent d'archives pour la prospérité de ma structure ou bien pour moi-même. Les données personnelles sont mes données personnelles, ma vie privée, ce qui me concerne. Les données personnelles, ce sont les informations sur nous, peut-être nos photos, nos contacts, les informations personnelles quand même. Alors Farid, vous avez entendu, une chose est sûre, nos téléspectateurs, les Béninois, ont une idée de ce que c'est qu'une donnée personnelle. On a entendu beaucoup de définitions, mais concrètement, qu'est-ce qu'il faut retenir quand on parle de données personnelles? Alors, j'ai entendu plusieurs choses, de bonnes choses, et puis je vais aussi apporter quelques compléments d'informations. Alors, une donnée personnelle, c'est une donnée qui permet de nous identifier. D'accord. Donc, concrètement, une donnée personnelle, c'est quoi, par exemple? C'est mon numéro de passeport, c'est le numéro de ma carte d'identité, c'est mon nom, c'est mon prénom, c'est mon téléphone, c'est mon email. Donc, quand on parle de données personnelles, on ne parle pas uniquement de ce qui est dans notre téléphone portable. Dans ce qu'on vient d'écouter, j'ai entendu deux discours. Il y a un mélange de données personnelles et de données professionnelles. Donc, il faut bien faire la distinction entre les données personnelles et les données professionnelles. Quand on est sur les données personnelles, c'est ce qui permet de nous identifier. Si, par exemple, je rédige un email, c'est sur la base du contenu de l'email qu'on peut juger si c'est personnel ou pas. Voilà. Donc, ce n'est pas forcément... toute information n'est pas forcément personnelle. Voilà, donc c'est des éléments dans ce message-là, voilà, qui permet d'identifier une information comme étant personnelle. Et les exemples de typologie d'information, je les ai donnés. Donc c'est ce type-là d'information qu'on appelle information personnelle. Après, maintenant que j'ai un message sur mon téléphone, par exemple, je vais plutôt appeler ça de données électroniques. Oui, données électroniques, données privées. Voilà, je vais appeler ça plutôt privé. Mais dans le contexte normal, classique, par données personnelles, c'est ce que j'ai cité là, c'est aussi votre numéro de sécurité sociale. Voilà, donc tout élément qui permet de nous identifier. D'accord. Alors, comment produisons-nous ces données, justement, quand je prends le cas des données personnelles? Donc, on revient à l'aspect électronique. Comment est-ce qu'on produit ces données? Alors, je pense qu'il y a plusieurs circuits.
j'ai cité quelques exemples au départ. Il y a mon numéro de passeport qui est mon données personnelle. Donc, par rapport au numéro de passeport, on sait que oui, ce numéro de passeport correspond à monsieur Allé, par exemple. Ouais. Comment c'est produit? C'est quand je vais faire une demande d'établissement de passeport que c'est produit et que ça m'est communiqué. C'est aussi pareil pour le numéro de la carte d'identité. C'est aussi pareil pour le numéro de sécurité sociale quand je m'enregistre. C'est aussi pareil pour le numéro de téléphone quand je vais chez un opérateur acheter un numéro mobile. Par rapport au nom, prénom, je suis né avec, j'ai mon acte de naissance. Voilà. Donc, c'est pas cette différente technique-là que les données personnelles sont produites. Après, il y a d'autres types de données qui sont, par exemple, les échanges que nous avons avec nos citoyens, nos frères, nos sœurs et tout, que je vais plus appeler des données privées. Voilà. Mais si dans ces échanges-là, nous envoyons des mots-clés qui permettent de nous identifier, là on passe une catégorie. Par exemple, si je vous envoie par exemple un message avec le numéro de quelqu'un, ce numéro de quelqu'un va être attaché à une personne et on peut qualifier notre système ou notre message comme étant un message contenant des données personnelles. Parce que dedans, il y a des motifs qui permettent d'identifier une personne. D'accord. Alors, à vous entendre, à vous écouter, à vous suivre, on a l'impression que les données personnelles sont une importance capitale. Oui, c'est important, c'est ce qui permet de nous identifier. Voilà, c'est ce qui permet de nous identifier, c'est ce qui nous permet d'échanger avec la société, les différents services. Vous avez un compte bancaire, vous avez aussi un numéro de RIB, et ce numéro de RIB aussi permet de vous identifier. Voilà. Donc c'est aussi une donnée personnelle. Donc nous interagissons avec des services. Voilà, et pour cela, nous avons besoin de communiquer certains types d'informations. Et dans ce sens-là, nous essayons de nos données personnelles avec ces différents services aussi. D'accord. Alors, ce qui est sûr, c'est que nos données personnelles sont importantes. Oui. Alors, une chose est alors de connaître leur importance. Une autre est de savoir comment les protéger, comment les sécuriser, comment sécuriser nos données personnelles. Je vous propose de faire encore un petit tour du côté de la régie pour suivre ce micro-trottoir. Quelques citoyens partagent avec nous leurs astuces pour protéger leurs données personnelles. Pour ne pas que quelqu'un prenne mon téléphone pour commencer par voir des choses qu'il ne doit pas voir. Par exemple, il y a des informations qu'ils peuvent utiliser pour me voler, me pirater par exemple. Donc, j'essaie de faire chose là et de cacher ça dans mon téléphone à base des codes, à partir des codes. Bon. Je n'utilise pas des applications. Je sais qu'il y a des applications qui permettent de mettre des codes dans lesquels vous envoyez vos images et tout, mais moi je n'utilise pas. D'autant plus que je ne mets pas des images compromettantes dans mon téléphone. Donc du coup, moi je n'ai pas connaissance de ça. Donc, quand on les télécharge, avant de commencer par utiliser, ils nous rassurent que nos données ne seront pas divulguées. Mais reste à savoir si c'est vrai. Nous on utilise ça sans vraiment connaître le fondement. Bon, les photos sont prises en sécurité par les Gmail, bon, dans les galeries, voilà. Parce que même si c'est sur téléphone, on peut toutefois avoir des codes. Une fois de bon, la personne ne connaît pas votre code, à moins qu'il a volé ce téléphone, il est parti débloquer ça chez un technicien. Et pour avoir accès à votre photo et vidéo. Faut dire, franchement, je n'en fais pas grand-chose. Puisque je n'aime pas me faire trop de photos, moi. Et donc, je ne fais pas de photos où je dois pouvoir archiver. Ça, je sais que ce n'est pas mon genre. Je dois archiver, à sécuriser par des codes qu'ils ont, par des sites sur lesquels ils vont archiver. J'utilise un iPhone, un Apple. Donc, tout est sauvegardé sur l'iCloud. L'iCloud qui est strictement sécurisé depuis Apple. Donc, grâce à ça, j'arrive à sécuriser mes données. Déjà, si on prend les photos, ça va directement dans la galerie. Et comme moi, j'ai un iPhone, je les sauvegarde sur le iCloud. Et j'ai aussi des mots de passe. Parce que d'abord, le portable, ce n'est pas important. Portable, c'est personnel. Alors Farid, il y a un mot quand même qui revient, qui est revenu dans ce micro-trottoir. Code, mot de passe. Est-ce une bonne manière de protéger ses données personnelles? Alors, c'est l'une des manières. Les données personnelles reposent sur des actifs. Un exemple d'actif, c'est mon téléphone, mon iPad, qui sont sous mon contrôle un peu, et d'autres actifs qui ne sont pas
sous nos contrôles, typiquement des actifs qui sont gérés par des prestataires de services. Si par exemple je vais demander l'établissement de mon passeport, les données seront traitées sur des serveurs sur lesquels je n'aurai pas la main. Et c'est le service qui va maintenir ce serveur-là qui derrière sera en charge un peu de la sécurité de ces données-là. Maintenant, si on prend le cas des actifs sur lesquels on a la main, nos téléphones portables, nos ordinateurs, nos tablettes et autres, il y a différentes techniques. Nous avons entendu durant le reportage, une personne a parlé de protection par mot de passe. Donc le premier niveau serait de verrouiller le téléphone avec un mot de passe. Un mot de passe, mais pas les mots de passe simples, 6 x 0 ou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc mettre un mot de passe complexe, ça c'est l'une des techniques. La deuxième technique, c'est aussi de s'assurer que ce téléphone, ce support, ce PC-là est à jour au niveau des mises à jour de sécurité. Ça, c'est une deuxième option. Une autre option aussi, c'est de protéger les informations sensibles sur ces supports-là. Et ça peut se faire de différentes manières. L'une des options serait de chiffrer ces données. Quand on parle de chiffrer les données, c'est protéger la donnée contre l'atteinte à la confidentialité. Ce qui veut dire que celui qui n'aura pas l'élément pour déchiffrer ne pourra pas accéder au contenu du message. Si je prends, alors ça c'est quelques exemples, la liste n'est pas exhaustive pour les actifs que l'on possède nous-mêmes. Si je prends le cas des actifs que nous ne maîtrisons pas, j'envoie des photos sur iCloud ou sur des systèmes de messagerie sur lesquels je n'ai pas de contrôle en fait. Le niveau de sécurité va être plus basé sur le respect des bonnes pratiques par le fournisseur, la société qui gère ça. C'est pour ça qu'il faut faire attention lors des transferts de nos données pour s'assurer que celui chez qui on va déposer nos données a quand même un bon niveau de sécurité, il est quand même mature pour éviter de disperser un peu nos données à gauche et à droite. Aujourd'hui, au Bénin, nous avons une agence qui est un peu la police de la cybersécurité et qui accompagne les organisations, en tout cas publiques, et qui, je pense, les accompagne pour protéger les données, en fait, des citoyens. Par contre, il faut faire peut-être un peu attention au niveau des acteurs privés qui n'ont peut-être pas les moyens de s'offrir. On va en revenir tout à l'heure. À part ces outils, le mot de passe, le cloud, comme les téléspectateurs l'ont soulevé tout à l'heure, est-ce qu'il y a d'autres outils que vous allez conseiller, par exemple, à nos téléspectateurs qui permettent de sécuriser nos données personnelles? Et quand je parle de données personnelles, je me réfère aux utilisateurs que je suis, que vous êtes, que les téléspectateurs aussi sont tout simplement. Nous qui utilisons juste nos téléphones portables, nous n'avons pas d'entreprise à gérer avec les données, mais juste avec notre téléphone portable. Est-ce qu'il y a une manière de sécuriser nos données? Y a-t-il des outils adaptés? Alors, l'une des premières options, c'est prendre conscience de ces données personnelles. Mes données sont personnelles. Celui qui les récupère, par exemple, peut ouvrir un compte bancaire, se fait passer pour moi, peut demander des prestations, peut-être la sécurité sociale se fait passer pour moi, et ainsi de suite. Donc, identifier mes données personnelles, chez qui ils sont, et se dire, ça c'est un peu la cartographie, chez qui ils sont en termes de dispositifs de sécurité, ils sont plutôt comment? Si on n'est plus sur des organisations, je pense, publiques, étatiques, il y a de fortes chances, très très fortes chances que la police de la cybersécurité travaille avec ces agences-là pour les aider à mieux encadrer. Exactement, à mieux encadrer les données. Et nous avons aussi une autorité de protection des données personnelles au Bénin que nous pouvons aussi saisir pour demander que nos données soient modifiées, retirées, supprimées de certains prestataires auprès de qui ces données-là sont, si des conditions sont réunies. Alors, il n'existe pas que des moyens techniques pour protéger les données. Donc, le plus important, c'est plutôt la sensibilisation, faire attention à nos données, faire attention à là où on les envoie, à qui on les communique, comment on les communique aussi. Exactement. Donc, les communiquer aussi de manière sécurisée pour éviter que n'importe qui puisse porter atteinte à la confidentialité de ces données-là. D'accord. Alors, que pensez-vous de l'empreinte digitale et de la reconnaissance faciale?
Alors, c'est des moyens d'authentification qui sont corrects, qui sont utilisés. Alors, je pense qu'il faut les utiliser dans de bonnes conditions. Moi, je me rappelle, j'ai eu un entretien en France dans un cabinet où le monsieur qui me recevait, en fait, est venu m'ouvrir la porte, mais en passant sa main devant un mécanisme de sécurité. Okay. Alors, il n'avait pas appuyé, non. Il n'avait pas mis de code, il a passé sa main. Je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Mais vous êtes entré quand même. Non, alors c'est lui qui a passé sa main et la porte s'est ouverte. Ok, d'accord. Voilà. Disons qu'il y a un mécanisme là, il fait ça, il a fait ça. Voilà, la porte s'est ouverte, je n'ai pas compris. Il n'a pas touché, il n'a pas tapé de code. Et durant l'entretien, je lui ai demandé qu'est-ce qui s'est passé. Et il m'a dit qu'ils ont travaillé pour mettre en place un mécanisme d'authentification par flux sanguin. Waouh, c'est aller loin. Voilà, par flux sanguin. Et j'ai dit, pourquoi jusqu'à ce niveau-là? Ils m'ont expliqué qu'ils ont travaillé sur un projet en mer. Et en mer, les systèmes de mots de passe ne sont pas forcément efficaces, les systèmes d'empreintes biométriques n'étaient pas efficaces. Voilà. Et par rapport à l'environnement en mer, plateforme pétrolière, c'est cette technique-là qu'ils ont utilisée qui était efficace et que les personnes utilisaient sans forcément être obligées de taper des codes ou bien de mettre leur empreinte. Donc, voilà. Donc ils ont ramené ça dans leur entreprise. Exactement, exactement. C'est une solution sur laquelle ils ont étudié, ils ont développé, ils ont mis ça à disposition d'un client et une solution qu'ils ont adoptée. Donc voilà, il y a plusieurs moyens. Donc c'est en fonction de notre niveau de risque, voilà, qu'on choisit les moyens. Alors on n'a pas aussi parlé de l'iris, c'est aussi possible avec les yeux. Avec les yeux. Avec les yeux. D'ouvrir tout simplement, d'avoir accès à ces données personnelles. Exactement, d'ouvrir des portes, d'ouvrir des systèmes qui sont verrouillés. Voilà. Donc, comme quoi, on prend tous les moyens possibles pour pouvoir tout simplement protéger ces données personnelles. C'est ça. Alors, le plus important, nous avons les données et il faut les classifier en fait. D'accord. Voilà. Donc, c'est suite à la classification qu'on détermine derrière les mesures de sécurité autour. Je ne vais pas protéger mon nom, prénom par exemple, de la même manière que mon numéro de sécurité sociale. Non. Mon nom, prénom, tout le monde le sait, c'est public. Par contre, mon numéro de sécurité sociale, c'est à moi de me communique. Tout à fait. Voilà. Donc, nous avons nos données, on essaie de les classifier par ordre d'importance, voilà, et par rapport au niveau de priorité de chacune de ces données-là. On essaie d'identifier les bonnes mesures de sécurité autour. D'où des systèmes où on peut juste mettre des mots de passe ou d'autres où ça peut être mots de passe, empreinte biométrique, plus iris ou plus sanguin. Voilà. On exactement. Balance, tout simplement. Alors parlons maintenant de cybersécurité, cyberdéfense. Est-ce qu'il y a une différence ou bien ça veut dire pratiquement les mêmes choses? Alors, il y a une petite différence. On va commencer par le plus simple. Voilà. Donc, qui dit cyberdéfense veut dire... alors, dans cyberdéfense, on entend défense. Oui, voilà. On entend défense. Dans cybersécurité, on entend sécurité. C'est ça. Donc, dans cyberdéfense, on entend défense. Donc, qui dit cyberdéfense veut parler de moyens à mettre en place pour assurer sa défense. Tout simplement. Tout simplement, c'est ce qu'il faut retenir. D'accord. Voilà. Et quand on va parler de cybersécurité, on voit plus au sens très très large. Dans le sens où aujourd'hui, en fait, les actifs sont connectés un peu partout, accessibles à tout le monde. On ouvre nos systèmes d'information aux partenaires, aux prestataires, à d'autres services. Ça engendre différents risques, voilà, avec différentes possibilités d'intrusion. Et il faut être vigilant dessus pour travailler et mettre en place des mécanismes de défense, d'où la cyberdéfense qui intervient pour aider à mettre en place les bons mécanismes pour assurer sa défense. Tout simplement. Alors, Farid, en 2020, si mes souvenirs sont exact, le Bénin a adopté une stratégie nationale de sécurité pour la protection des données numériques. Cette stratégie a été élaborée par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information ANSSI avec l'appui bien évidemment du ministère du numérique et de la digitalisation. Une stratégie qui se base aussi sur le code du numérique. Le but est de permettre aux entreprises et aux particuliers de mieux protéger leur système d'information numérique. Alors, sa mise en œuvre s'étendra sur 3 ans. Farid, je sais que vous ne vivez pas au Bénin, mais de votre position, je sais que vous suivez de très près tout ce qui se passe au Bénin. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette stratégie adoptée par le Bénin, justement?
Alors, c'est une très belle stratégie et cette stratégie vient appuyer les efforts que le gouvernement fait pour rehausser l'image du Bénin et encourager les partenaires, les investisseurs à venir investir au Bénin. Voilà. Donc, en sécurisant le cyberespace béninois, on donne la confiance aux investisseurs pour qu'ils viennent investir dans le numérique. Exactement. Il y a plusieurs sociétés européennes, françaises qui aimeraient ouvrir des filiales en Afrique. Voilà. Aujourd'hui, ce que je constate, c'est qu'il y a pas mal de ces sociétés-là qui ouvrent des filiales au Maroc, au Sénégal ou un peu en Côte d'Ivoire. Ce serait bien aussi que nous, de notre côté, qu'on puisse renforcer le dispositif de cyberdéfense, voilà, pour avoir une maturité, je vais dire ça comme ça, intéressante pour que ces acteurs-là viennent en se disant oui, le pays avance, des choses se font, voilà, et qui peuvent venir investir, créer des services de façon sécurisée et aussi avoir des personnes ressources sur qui se baser pour développer leurs services. Alors, en termes de stratégie cybersécurité, j'ai remarqué plusieurs choses qui se font. La stratégie a été adoptée. Il y a eu plusieurs actions qui se font. Il y a le Hacker Lab qui est organisé chaque année qui permet d'identifier des talents, voilà, des talents qui sont accompagnés. Il y a aussi des formations à l'intention de différentes cibles qui sont effectuées. Je crois qu'en début d'année ou en fin d'année dernière, il y a eu une sensibilisation auprès des directeurs des systèmes d'information. Alors, il y a eu les DAF, les DSI, je ne sais pas, mais je sais qu'il y a ceux qui sont au niveau de la chaîne de dépenses ont été sensibilisés récemment. Tout à fait. Grâce à un projet là, oui, j'étais même d'ailleurs sur le reportage, je m'en souviens. Donc j'ai noté ça. Et dernièrement aussi, il y a la politique de sécurité des systèmes d'information de l'État qui a été écrit et adopté. Et aujourd'hui, en fait, le secteur public, donc ministères, agences, institutions de l'État, devront se mettre en conformité vis-à-vis de ça. Dans ce document, on retrouve une centaine d'exigences, voilà, et chacune de ces structures-là devra travailler à se mettre en conformité par rapport à ces exigences-là pour avoir un bon niveau de sécurité. D'accord. Alors parlons justement toujours de cette stratégie adoptée, cette stratégie qui se base sur 47 projets. Parmi ces projets, la protection des systèmes d'information publics et privés. Selon vous, comment peut-on arriver à protéger les systèmes informatiques étatiques, surtout contre les attaques extérieures? Alors, il faut des personnes compétentes. Ouais, il faut des personnes compétentes. Si je prends par exemple le cas de la France, il y a beaucoup d'opportunités, mais il n'y a pas assez de candidats. Donc il faudrait travailler à monter une armée de cyber soldats, voilà, qui viendront en support aux équipes actuelles pour aider à travailler ces chantiers-là pour accompagner tous ces organisations. Alors, comment le faire? Il faut des moyens humains, il faut aussi des ressources financières, c'est des éléments clés, des ressources financières, exactement, adaptées. Et oui, reprendre la PCCI, les différentes exigences et travailler sur un plan de mise en conformité avec le budget qu'il faut et puis que les différents responsables présentent ça à leurs différents comités et travailler sur le plan d'action qui va engendrer le recrutement de personnes compétentes. Typiquement dans cette PSSI, on dit que toutes ces organisations publiques devront avoir des responsables de la sécurité des systèmes d'information. Et ça va être son rôle en fait de piloter les actions de sécurité. D'accord. Alors la cybercriminalité est aussi un autre enjeu majeur mentionné dans la stratégie nationale. Oui. Alors, par rapport à la cybercriminalité, aujourd'hui, au Bénin, nous avons l'Office central de lutte contre la cybercriminalité qui travaille sur le sujet. Et j'ai aussi le privilège d'échanger avec certains des membres. Voilà, ils font du bon travail. Et cette équipe aussi travaille aussi en lien avec l'ANSSI. Voilà. Pour pouvoir peut-être les aider sur des cas techniques qui demandent de la collaboration. Aujourd'hui, sur les problématiques de cybercriminalité, il y a un enjeu qui est très important, c'est orienté sur la collaboration internationale. Voilà, donc il y a des personnes qui
qui commettent des actes depuis l'étranger. Donc, ce n'est pas forcément simple d'aller les chercher à l'étranger. Donc, il faut identifier des axes de collaboration pour travailler avec ces différents pays pour que les enquêtes puissent se poursuivre pour identifier ces personnes-là qui causent du tort. D'accord. En tout cas, une chose est sûre, grâce à cette stratégie adoptée par le Bénin, les prouesses en matière de cybersécurité sont saluées aussi bien dans la sous-région qu'au-delà. Et d'ailleurs, l'indice global de cybersécurité, je ne sais pas si vous êtes au courant, a salué également cette réforme du Bénin. Exactement. Nous sommes classés parmi les 10 premiers en Afrique. Oui. Nous sommes classés parmi les premiers en Afrique. C'est bien, c'est réconfortant. Et puis, c'est tout ça aussi qui nous amène à venir aussi accompagner les efforts pour qu'on espère finir peut-être dans le top 3 dans les quelques années à venir. Pourquoi pas, c'est possible. Voilà. C'est bien possible. Alors, parlons toujours de la protection des systèmes d'information. On pense aussi aux collectivités locales, aux centres de santé qui produisent aussi beaucoup de données, n'est-ce pas Farid? C'est exact. Vous avez souligné un point essentiel et critique. Voilà. L'environnement de Bénin, je ne le connais pas, mais je vais partager un peu ce que je vois à l'étranger. Ce que je vois à l'étranger, c'est que, comme vous avez dit, ces collectivités n'ont pas assez de moyens, donc font avec le minimum. Voilà, ce qui fait que derrière, qui dit minimum veut dire on s'occupe uniquement de ce qui est essentiel. On n'a pas forcément la possibilité de faire tout ce qu'on veut faire. Le système de santé aussi est victime de rançongiciel qui vient chiffrer les données et empêcher les agents de santé de travailler efficacement. Alors aujourd'hui, au Bénin, on a, je vais dire, une toute petite chance, dans le sens où, à mon humble envie, peut-être que je me trompe, nos systèmes de santé ne sont pas très très connectés comme en Europe. Voilà. Ce qui veut dire que la probabilité est un tout petit peu faible peut-être pour des personnes distantes de pouvoir s'introduire dans nos eaux internes. Mais par contre, rien n'empêche ceux qui sont physiquement sur place de récolter des données personnelles et de faire un peu ce qu'ils veulent. Voilà. Aujourd'hui, en fait, nous sommes dans un projet où le numérique se développe énormément. Donc, le système de santé va se développer, voilà, au sens numérique du terme, va s'ouvrir et c'est important dès maintenant de définir des programmes de sécurité pour accompagner ce domaine-là, pour éviter demain que nos données de santé fuitent sur Internet et tombent dans les mains de personnes malveillantes. Et pour ça, par exemple, en France, il y a des sociétés qui sont agréées hébergeurs de données de santé. Et c'est les sociétés, en fait, qui mettent en place des mesures de sécurité, voilà, sur ce référentiel et hébergeurs de données de santé qui garantit, en fait, la bonne stabilité, en tout cas, qui réduisent, en fait, le risque d'intrusion. Voilà, et que nos données personnelles privées de santé soient protégées. D'accord. Et parlons toujours de ça. Je sais qu'il y a plusieurs startups quand même au Bénin qui aujourd'hui créent, innovent et trouvent des solutions quand même, des solutions digitales pour permettre aux centres de santé de collecter autrement les données des patients. Et parlons des collectivités locales. Je sais aussi que le ministère du numérique et de la digitalisation travaille actuellement pour digitaliser tous les services déconcentrés, décentralisés de l'État, tout simplement. Et la dernière fois, d'ailleurs, même la ministre du numérique était sur le terrain pour visiter les e-services. On vient maintenant au secteur privé. Comment est-ce que le secteur privé doit protéger ces données, sachant très bien que le secteur privé est limité en matière de ressources financières? Je pense qu'il faut distinguer peut-être différents types de secteurs privés. Nous avons peut-être les multinationales de guillemets. Donc, je ne vais pas me permettre de citer les noms, mais tout ce qui est banque, assurance, dans ces sociétés qui brassent beaucoup de données, voilà, qui ne peuvent pas dire, qui n'ont pas du tout de moyens. Et puis nous avons les petites, moyennes entreprises, les startups qui ont des budgets limités. Alors, je pense qu'il faut commencer par les organisations qui travaillent énormément avec l'État. Les fournisseurs de l'État, les prestataires de l'État, c'est des organisations qui vont interagir avec l'État, récupérer nos données, traiter nos données. Et c'est important que ceux-là, en fait, avant de pouvoir travailler avec l'État, qu'on puisse les évaluer au sens sécurité pour savoir les mesures qu'ils ont mis en place, comment ils gèrent la sécurité, comment ils gèrent les données,
avant de travailler, de collaborer. Exactement. Donc, on évalue leur maturité avant de travailler. Même s'ils n'en remplissent pas forcément à toutes les cases, au moins qu'ils s'engagent sur une mise en conformité en X temps, voilà, pour permettre de travailler avec eux. Mais par contre, ceux qui n'ont rien en place, l'objectif, ce n'est pas de leur confier tout de suite nos données, nos données personnelles. C'est plutôt essayer de voir dans quelle mesure on peut travailler avec eux pour qu'ils renforcent un tout petit peu quand même leur niveau de sécurité, voilà, avant de commencer par traiter de données personnelles. Mais par contre, s'ils veulent traiter, je veux dire, en privé ou hors données étatiques, il peut se permettre certaines largesses, mais par contre, pour travailler avec l'État qui a toutes nos informations, c'est important que cette société-là puisse montrer un peu un bon niveau de sécurité ou bien un niveau de sécurité moyen. Voilà, c'est des chantiers qui demandent pas mal de ressources. Donc, c'est important aussi que ces organisations puissent définir des plans d'action pluriannuels. Voilà, pour dire d'ici 1 mois, nous souhaitons faire ça. D'ici 2 ans, on veut atteindre ce niveau. Donc, qui donne un peu de la visibilité sur les actions qui mettent en place pour nous encourager aussi, nous, citoyens, pour dire, OK, même si vous n'avez rien aujourd'hui, vous avez un plan d'action, des chantiers, vous avez nommé aussi un responsable de la sécurité, donc des choses sont faites. Donc oui, on peut, même si tout n'est pas forcément en place, on peut travailler un peu ensemble. Après, c'est à nous aussi de définir ce qu'on a envie d'échanger avec ces types de structures-là aussi, par rapport au niveau de maturité. En tout cas, désormais, il y a le Data Center national qui est à la disposition aussi bien de l'État que des particuliers. C'est ça. Donc, juste avant, je pense que les serveurs étaient un peu éclatés un peu partout. Il n'y avait pas forcément de contrôle pour gérer un bon niveau de sécurité. Et puis, le fait d'avoir mis en place un data center national va permettre en fait de migrer tout ce qui est éparpillé un peu partout, dont on ne maîtrise pas le niveau de risque, dans un lieu de convergence et derrière mettre en place le dispositif qu'il faut pour surveiller, protéger les données à ce niveau-là. Ce sera beaucoup plus simple à administrer, à gérer que les données éparpillées un peu partout. Alors, la cybersécurité est l'affaire de tous. Vous m'aviez d'ailleurs confié que même les candidats aux différentes élections sont concernés par la sécurité de leurs données. C'est ça. Alors, sur ce point, c'est important de noter plusieurs choses. Alors, en tant que candidat aux élections, les prochaines qui arrivent, je pense, les élections législatives, je pense que chacun, en tout cas les candidats doivent faire attention à leurs données personnelles. Nous savons que les périodes d'élection sont des périodes où chacun essaie d'avoir un peu le lead, voilà, où des personnes peut-être un peu malveillantes vont essayer de trouver le moyen de déstabiliser les autres. Donc, les risques qu'on identifie sur cette partie-là, c'est plus des risques de désinformation, de déstabilisation des candidats. C'est le risque aussi de fuite d'informations. Donc, on essaie de s'introduire dans les systèmes d'information, soit personnel, soit du parti politique, pour exfiltrer les données et savoir un peu comment est-ce que l'autre parti se prépare. C'est vrai que c'est pas fréquent ici. C'est pas fréquent, mais on n'est pas à l'abri. Exactement, c'est des choses qui peuvent arriver. Donc, c'est important de garder ça en tête. Et le dernier risque que je vais aborder, c'est le côté aussi gain financier. Voilà, on veut identifier un peu la stratégie de la partie adverse. Voilà, donc exactement. Donc, cette stratégie. C'est ça. Donc ça c'est un peu les risques. Et puis en termes de recommandations, c'est important que les candidats et aussi les partis politiques mettent en place certaines mesures. Je vais citer quelques-unes. La liste n'est pas exhaustive. C'est par exemple mettre en place une organisation dédié à la sécurité et nommer un responsable en charge de la sécurité. Comme ça, au moins, on a un point de contact sécurité qui va gérer un peu les opérations. Voilà. Le deuxième moyen, c'est donner aussi des ressources, pour que cette personne-là puisse gérer un peu la sécurité. Voilà. Donc, pouvoir aussi surveiller, être en mesure de surveiller le réseau, les systèmes d'information en temps réel pour savoir s'il n'y a pas des exfiltrations de données qui se font, s'il n'y a pas des attaques qui se font. Avoir aussi la capacité de répondre aux incidents de sécurité. Voilà. Donc mettre en place des plans de continu d'activité, aussi de reprise d'activité, pour que si jamais des informations sont perdues, qu'on puisse les restaurer facilement. Rapidement. Exactement. Et protéger aussi les actifs. Et par actifs, j'entends
les plus personnelles, donc les téléphones, les smartphones, les PC que par exemple les candidats aux élections peuvent utiliser. Ça c'est d'un premier niveau, avec renforcement, comme on a dit au début, les mots de passe, les mises à jour, les antivirus et compagnie. Et le deuxième niveau, c'est les gros systèmes, les serveurs, voilà, qui vont être administrés par le responsable de la sécurité et puis son équipe. Donc, mettre en place des contrôles à ce niveau-là pour effectuer des tests de sécurité régulièrement sur ça, pour savoir s'il n'y a pas de vulnérabilité, et si la vulnérabilité, les corriger. Voilà. Et c'est quand tout ça n'est pas fait que c'est un peu plus facile aux attaquants de venir s'introduire dans les systèmes. Depuis l'extérieur pour essayer d'exfiltrer de la donnée, de manipuler des données, et même d'envoyer aussi des rançongiciels pour espérer récupérer un peu d'argent. Alors, parlons maintenant de réseaux sociaux et cybersécurité. Quand nous créons des pages, on est tous, en tout cas 90%, je vais dire, sur les réseaux sociaux. Quand on crée une page, on laisse forcément des données personnelles. Quand on clique sur un lien, on laisse forcément des données personnelles. Comment est-ce qu'on peut faire en fait pour bien vivre avec les réseaux sociaux? Règles de bonne pratique? Alors, je pense que c'est important de faire encore la distinction entre données personnelles et les données toutes simples. D'accord. Si par exemple je crée une page Facebook et que je dis je mange à midi, c'est pas encore... Voilà, donc ce n'est pas une donnée personnelle. Ce message ne permet pas de m'identifier en tant que Farid. Tout le monde mange. Voilà, donc c'est pour ça que je dis bien identifier les données personnelles. Comme on a dit, les données personnelles, c'est celles qui peuvent nous identifier. Ça peut être des photos, numéro de téléphone, adresse email, là où j'habite précisément. Donc voilà, donc je pense qu'il faut que l'utilisateur, l'internaute réfléchisse. Voilà. Et c'est un effort, je pense, qu'on ne fait pas généralement. On publie et puis après, on se pose les questions. Donc, déjà réfléchir sur ce qu'on a envie de faire. Voilà. Est-ce que j'ai besoin de partager vraiment l'information personnelle ou j'ai juste besoin de partager une information classique. Voilà. Et si derrière, je veux publier une information personnelle, m'assurer que j'ai peut-être un moyen de pouvoir effacer cette information-là si j'ai envie de l'effacer. Très bien. Exactement. Que Internet a de la mémoire. Exactement. D'où se poser les bonnes questions avant chaque publication. Voilà. Après, nous avons, comme j'ai dit, une autorité de protection des données personnelles. Et en cas de force majeure, ne pas hésiter à saisir cette autorité pour voir un peu ce qu'elle peut faire. Mais c'est important en amont de réfléchir sur ce qu'on a envie de faire et voir si c'est vraiment important de le faire avant de poser les actes. D'accord. Voilà. Alors, parlons maintenant de l'aspect économique de la cybersécurité. Aujourd'hui, que représente le marché de cybersécurité en Afrique et au Bénin particulièrement? D'ailleurs, est-ce qu'il y a un marché? Alors, je pense qu'il y a un marché, et puis je pense que dans les années qui viennent, là, ce marché va monter en puissance. En puissance, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la politique de sécurité des systèmes d'information de l'État a été publiée et j'ai cité plusieurs organisations qui doivent se mettre en conformité. Qui dit doivent se mettre en conformité veut dire il faut qu'ils investissent. Et qui dit investissement, exactement, qui dit investissement veut dire il y a besoin de prestataires, de personnes qualifiées, compétentes pour les accompagner, pour les aider. Voilà. Donc c'est quelque chose qui va porter. Et il ne faut pas aussi oublier le deuxième volet que j'ai évoqué, c'est renforcer le dispositif de cyberdéfense pour permettre aussi aux partenaires étrangers, aux personnes intéressées depuis l'extérieur de dire j'ai envie de venir au Bénin, installer une filiale, voilà, et c'est de l'emploi direct qui va être créé pour recruter nos frères, nos sœurs pour travailler, quoi. Comment faire bénéficier ce marché aux Béninois, selon vous? Alors, il faut orienter nos candidats. Il faut que les jeunes aujourd'hui se posent la question de ce qui marche, de ce qui marche, les secteurs porteurs. Voilà. Le numérique est un domaine très très porteur. Voilà. Je sais par exemple qu'en France, il y a même des sociétés qui ont du mal à recruter et qui font venir des personnes d'Afrique en France directement. Ce qui veut dire que un Béninois super compétent, voilà, peut typiquement être débauché par une société française et aller travailler en France. Donc, s'orienter, choisir les bons domaines,
les domaines porteurs, ne pas hésiter à demander conseil. Voilà, s'ils ont la possibilité de rencontrer les acteurs du domaine ou chercher aussi à rencontrer les acteurs du domaine. Voilà. Tout le monde n'a pas... Sur les différentes plateformes d'ailleurs. Exactement. Et qui ne se dit surtout pas que ces personnels-là sont inaccessibles. Voilà, il faut essayer. Avant de tirer ses conclusions. Exactement. Il faut essayer. Si une personne vous ferme la porte, ça ne veut pas dire que la deuxième personne vous fermera aussi la porte. Donc, être curieux, aller taper à la porte, demander ce qui marche, ce qui ne marche pas, comment je fais pour entrer dedans, et aussi être prêt à faire des sacrifices, travailler. Voilà, il faut travailler. D'accord. Alors, on va parler maintenant de la cyberguerre. Quand on parle de cyberguerre, on entend quoi par cyberguerre? Alors aujourd'hui, malheureusement, le monde est fait d'intérêts. Voilà, donc chaque État, chaque organisation a ses intérêts, et c'est basé sur ces intérêts-là que des actions se commettent. Aujourd'hui, il n'y a plus besoin de prendre des armes pour aller attaquer un pays. On utilise l'Internet. Exactement. Aujourd'hui, en fait, ce qui se passe, c'est que nous sommes un peu connectés sur Internet. Nos actifs sont accessibles sur Internet. Donc, des personnes malveillantes depuis n'importe où dans le monde, juste avec Internet, peuvent utiliser des techniques de hacking pour essayer de rentrer dans nos systèmes. D'où l'importance, je pense, de réfléchir sur ce que je vais appeler une réserve citoyenne cyberdéfense. C'est quoi? C'est des jeunes bénévoles, un béninois qui peuvent être recrutés, formés à la cybersécurité, à la cyberdéfense, et qui pourront être mobilisés le jour où les services étatiques sont attaqués. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, nous avons une équipe qui est ce qu'elle est, voilà, qui gère son train quotidien, et c'est important aussi d'avoir aussi une réserve de personnes bénévoles du domaine, voilà, qui peut être appelée demain pour aider l'État à se défendre, à remonter peut-être des systèmes, des services si jamais malheureusement on est victime de cyberattaques. Voilà. Est-ce que vous pensez que le Bénin est victime ou pourrait être victime de cette cyberguerre? Alors, personne n'est à l'abri. Voilà, aujourd'hui, le monde est fait d'intérêt. Il suffit juste que des personnes aient quelque chose contre nous, ou bien nous veulent du mal pour différentes raisons. Et même si ces personnes n'ont pas forcément les moyens techniques, elles peuvent faire appel à des personnes malveillantes qui ont ces compétences techniques et qui elles, depuis l'étranger, réalisent ces attaques-là. D'où l'importance un peu de fédérer un peu les énergies entre nous. Voilà, qu'on puisse s'aimer, se supporter, travailler ensemble, même si ce n'est pas forcément simple, voilà, pour être en mesure de répondre efficacement ensemble, collectivement, si jamais ce genre de problème arrive. Aujourd'hui, tout le monde se fait attaquer, le ministère, pas forcément, je ne parle pas du cas du Bénin, en France, aux États-Unis, système les ministères, les grandes sociétés, même les ministères de la Défense, donc tout le monde se fait attaquer, donc c'est important vraiment d'être vigilant, ne pas se dire que ça n'arrive qu'aux autres ou qu'on est encore petit, non, c'est le moment de constituer notre armée, voilà, pour être prêt à réagir en cas d'événements majeurs qui viendront nous frapper, mais j'espère que ça ne viendra pas, et puis c'est important qu'on puisse travailler ensemble pour aider nos équipes, nos jeunes, nos collaborateurs, nos spécialistes sur le sujet, être préparés au cas où ça devrait arriver. Voilà. Ce qu'on ne souhaite pas. C'est ça, ce qu'on ne souhaite pas. Et c'est aussi bien aussi. Alors, il faut aussi maintenir nos cyber-soldats aussi, voilà, pour peut-être aussi porter main aux pays frères, si jamais ces pays frères aussi sont... Exactement, voilà, pour que en retour, si quelque chose nous arrive, qu'on puisse avoir aussi le support de ces pays frères là pour venir aussi nous aider, donc travailler aussi sur la coopération internationale ou locale africaine. Cybersécurité et conseil d'administration, on en parle très rapidement. Oui. Alors, je vais partir sur une histoire que j'ai vécue, voilà, et puis je vais rebondir dessus. Alors, j'ai réalisé un audit de sécurité pour une société cotée en bourse. Et j'ai présenté le rapport de sécurité à l'expert comptable. Voilà. Et il y avait des failles critiques dans ce rapport de sécurité. Alors, l'audit a été commandité par le directeur technique de l'entreprise.
et j'ai montré le rapport à l'expert comptable qui était au sein de l'organisation pour laquelle je travaille. Elle m'a dit, ah Farid, j'ai une étude de vulnérabilité critique, moi je suis expert comptable, je ne sais pas ce que ça veut dire. Moi je suis expert comptable, donc moi ce que je présente au conseil d'administration, c'est les états financiers, m'assurer que les informations financières sont bonnes, voilà. Mais tu as découvert des choses critiques, je ne sais pas en quoi ça peut impacter les états financiers. Donc ce que je te propose, c'est de ne pas limiter la présentation des résultats au directeur technique, voilà, mais montrer les résultats au président du conseil d'administration, au directeur général. Donc c'est comme ça qu'elle a organisé un échange où je suis venu, où j'ai parlé des résultats de l'audit de sécurité au directeur général et au président du conseil d'administration, qui était un peu alarmé, dans le sens où il y avait des vulnérabilités qui pouvaient être exploitées par des personnes malveillantes. Et la première réaction qu'ils ont dit, c'est pourquoi alors la première réaction que le directeur général a dit, c'est pourquoi les équipes n'ont pas remonté ça. Pourquoi les équipes n'ont pas remonté? Et les équipes disent, quand on remonte les problèmes, on n'a pas le budget. Ok, d'accord. Responsabilité de tous ces engagés, du coup. Exactement. Quand on n'a pas le budget, bah, du coup, en fait, on traite, on fait comme on peut, et puis la vie continue. La vie continue. Et bah, malheureusement, pour ces personnes-là, ils ont été remerciés. Voilà, ils ont été remerciés et une nouvelle équipe a été mise en place. D'où l'importance des membres du conseil d'administration de s'intéresser aussi au volet cybersécurité. Est-ce que notre entreprise a un dispositif de prévention des cyberattaques pour être en mesure de répondre en cas de cyberattaque? Est-ce que les plans de continuité d'activité fonctionnent? Par exemple, ici, je suis allé je suis allé demander un service, voilà, et ce qui s'est passé en fait, c'est qu'il me disait que Internet ne fonctionnait pas. Du coup, j'ai dû attendre plus de 10 jours sans ce service. Voilà. Alors, donc, moi, je réfléchis, je me dis, ils ont peut-être qu'un opérateur, et que c'est peut-être cet opérateur qui était affecté. S'ils avaient peut-être en secours un deuxième opérateur, ils auraient pu basculer sur le deuxième opérateur, et le service aurait continué. Nous, clients, on n'aurait pas été impactés. Voilà. Donc, les plans de continuité d'activité s'assurent aussi qu'il y a un responsable en charge de la sécurité informatique et que ce responsable a un budget minimal pour gérer des activités. Donc, quelques petites questions que le conseil d'administration doit avoir en tête pour échanger avec le management, voilà, pour s'assurer que le BABA en termes de cybersécurité, cyberdéfense existe pour protéger les intérêts de l'entreprise et puis les intérêts aussi des actionnaires. Tout à fait. Alors, avant de vous laisser partir, est-ce que vous pouvez donner quelques conseils à ces particuliers-là, à ces entreprises-là et tout, et même tous les acteurs du domaine du cyberespace? Alors, n'attendez pas d'être impacté, d'être attaqué avant de réagir. Voilà. Donc il faut se préparer. Voilà. Donc mettez-vous dans un mindset de préparation. On se prépare et puis on se prépare aussi avec les moyens qu'on a. Même si les moyens sont limités, on se prépare avec ça. Et si des acteurs voient que vous faites l'effort, voilà, ils peuvent aussi venir aussi vous appuyer. Donc vous pouvez aussi avoir peut-être la possibilité d'avoir des volontaires, voilà, qui ne seront pas là pour des intérêts financiers, qui peuvent venir vous aider, vous conseiller pour mettre en place des solutions. N'attendez pas d'être attaqué pour réagir. Faites attention à vos données, réfléchissez 2 fois avant de publier vos données. Et un dernier point, les personnes malveillantes utiliseront le maillon faible. Donc s'ils n'arrivent pas à vous attaquer vous, parce que vous êtes assez sensibilisé, éduqué, ils passeront par la personne la moins sensibilisée, la moins éduquée, avec qui vous partagez les infos pour prendre son contrôle, pour vous attaquer. Donc oui, vous êtes mature, si vous avez un bon niveau, mais assurez-vous aussi que ceux avec qui... Entourage. Exactement. Assurez aussi que votre entourage aussi a un peu sensibilisé et éduqué sur cette thématique-là, quoi. Voilà. D'accord. Abdel Farid Ali, merci. Je rappelle que vous êtes expert international en cybersécurité. Je vous souhaite en même temps un bon voyage ce soir. J'espère vous revoir très très bientôt. Moi également, c'est un plaisir. Alors, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Prenez soin de vos données personnelles.